ChatGPT, ça fait rire. Ah oui, parce qu'il y a GPT dedans. Bravo. Euh, Mais par contre, quand tu lui poses des questions d'histoire, c'est vraiment naze, quoi. Vraiment, il est pas très bon en histoire. Il y a de bonnes chances qu'il incorpore un peu de bullshit au milieu du reste, quoi. Donc c'est compliqué. Merci Marie, merci beaucoup. Euh, Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que juste au cas où, parce que ça se trouve, c'est une idée de génie que personne n'a eue, mais franchement, j'y crois pas du tout, parce que je pense que tout le monde a eu cette idée. Mais je vais enregistrer l'histoire que m'a proposé ChatGPT. Juste avant de lancer le live, je lui ai dit raconte-moi une histoire avec Ramsès II qui doit contrer une invasion de robots tueurs médiévales. Voilà. Sur le ton d'un polar. Bon, moi j'ai pas trouvé que c'était très polar, mais est-ce que vous voulez entendre cette histoire ou pas du tout? Après vous avez le droit de me dire non et on fait autre chose. Et hop, une nouvelle BD. Ouais, c'est clair. Ah là là. Que du contenu facile. On fait travailler les machines. Plus besoin d'auteur, tout ça. C'est vraiment incroyable, hein, la technologie. Bonsoir Laurent. Tin, 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 tin. Ce sera toujours mieux qu'Astérix au cinéma. Ah bah écoute, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai pas vu le truc, mais... Allez, c'est parti. Donc j'ai posé cette question... Non, j'ai posé cette requête à l'outil ChatGPT. Raconte-moi une histoire avec Ramsès II qui doit compter une invasion de robots tueurs médiévales. Voilà. Ramsès II qui doit contrer d'ailleurs, sur le ton d'un polar. Bon, on va voir ce qu'il dit. Père Castor, raconte-moi une histoire, c'est un peu ça. Voilà. Euh, Alors, histoire en combien de tomes? Non, ça reste relativement court. Ça va, ça va. Allez, je vous la fais. Le pharaon Ramsès II avait de nombreux ennemis, mais rien ne l'avait préparé à une invasion de robots tueurs médiévaux. Ces machines étaient impitoyables et sans pitié, et semaient la mort et la destruction partout où elles allaient. Ramsès II avait déjà fait face à de nombreuses batailles et avait survécu à toutes. Mais il savait que cette fois-ci, il avait besoin d'un plan ingénieux pour vaincre ces machines impitoyables. Il rassembla ses meilleurs généraux et stratèges et ils commencèrent à élaborer un plan. Ils savaient que les robots tueurs médiévaux étaient particulièrement vulnérables à la rouille. Alors, ils décidèrent de mettre en place une série de pièges qui les empêcheraient de se déplacer. Ils prirent également contact avec les meilleurs artisans de l'Empire pour concevoir des armes spéciales qui seraient efficaces contre les robots. Ces armes furent fabriquées à partir de matériaux trouvés dans les mines du Sinaï et étaient d'une qualité supérieure à tout ce que les robots avaient jamais vu. Le jour de la bataille arriva, et les robots attaquèrent sans pitié. Mais Ramsès II avait préparé ses troupes avec soin, et elles étaient prêtes à faire face à l'ennemi. Les pièges commençaient à fonctionner, ralentissant les robots et les empêchant de se déplacer librement. Les armes spéciales furent sorties et Ramsès II montra sa bravoure en combattant aux côtés de ses hommes. Les robots, surpris par la force et la ruse de Ramsès II, commencèrent à s'essouffler. Leurs corps commencèrent à rouiller et leurs mouvements se ralentirent encore plus. Finalement, les robots furent vaincus et Ramsès II avait triomphé de ses ennemis une fois de plus. Son nom resta gravé dans l'histoire de l'Égypte, et il devint une légende pour les générations à venir. Eh bah, quelle histoire! Oui, des robots qui s'essoufflent, chat tout pété, ouais, exactement. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était ces machines étaient impitoyables et sans pitié. Impitoyable et sans pitié. Ah, c'était, oui, c'était effectivement. Ah bah vous l'avez relevé aussi. En effet, c'était très spécial. C'était très très spécial. Écoutez, en tout cas, Ramsès II est resté dans l'histoire. C'est une légende
pour les générations à venir. Et effectivement, les écrivains sont tranquilles. Hein. Les écrivains sont complètement tranquilles. Allez, vous savez quoi? Je vais l'exporter au cas où. Ça se trouve, ça donnera un truc rigolo. Audacity, ne réponds pas. Et ben voilà, il me dit, va te faire voir. Tu fais bosser des robots, ça va pas la tête. Ah, mais après, on peut faire des trucs rigolos aussi, peut-être. Il pourrait écrire Twilight, ouais. Bah, si c'est une IA, elle va prendre de l'expérience avec le temps et faire de mieux en mieux. Peut-être, mais j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de gens qui lui ont demandé d'écrire des trucs. Hein. Salut, Yggdrasil. Très beau pseudo, avec le petit jeu de mots qui va bien. Moi, je me demande... Genre, si je lui dis... Raconte-moi une histoire de raton laveur faisant une course d'aspirateur en Auvergne. Vas-y, on va voir ce qu'elle dit. Et là, c'est le drame. Allez, moi je dis c'est parti. Je viens de demander à cette intelligence artificielle que beaucoup considèrent comme une révolution technologique, mais je ne sais pas si c'est le cas. Honnêtement, je doute un petit peu. Je viens de lui demander de nous raconter une histoire de raton laveur faisant une course d'aspirateur en Auvergne. C'est parti. Dans la petite ville d'Auvergne, en France, il y avait une communauté de ratons laveurs qui était connue pour leur amour des défis. Un jour, un groupe de ratons laveurs a eu l'idée de faire une course d'aspirateur à travers la ville, pour tester leurs compétences en matière de vitesse et d'endurance. La course était simple. Chaque équipe de ratons laveurs devait utiliser un aspirateur pour parcourir un itinéraire prédéfini, en essayant d'atteindre la ligne d'arrivée en premier. Le parcours était semé d'obstacles tels que des bosses, des virages serrés et des rues étroites, ce qui rendait la course d'autant plus difficile. Le jour de la course arriva, et les habitants d'Auvergne se rassemblèrent pour regarder les ratons laveurs concourir. Les équipes étaient prêtes à tout pour gagner, utilisant toutes sortes de tactiques pour dépasser les autres équipes et prendre la tête de la course. Au fil de cette course, les ratons laveurs rivalisaient d'habileté et de vitesse, et le public était captivé par les différentes stratégies utilisées par chaque équipe. Certains ont opté pour une approche plus agressive, en essayant de bloquer les autres équipes et de les faire sortir de la course, tandis que d'autres ont préféré une approche plus stratégique, en choisissant les itinéraires les plus rapides et les plus directs. Finalement, après une course intense et passionnante, l'équipe de ratons laveurs portant le numéro 3 franchit la ligne d'arrivée en premier, remportant la course d'aspirateur en Auvergne. Les autres équipes ont félicité les vainqueurs pour leur performance exceptionnelle et les habitants d'Auvergne ont célébré cette journée comme un événement historique pour la communauté des ratons laveurs. Oh là là, c'était mauvais. C'était mauvais. C'est dingue. Déjà, ouais, la petite ville d'Auvergne. Ouais. C'est un événement historique. Incroyable, c'était haletant, vraiment. Je pense que ça vaudrait peut-être le coup de préciser genre ce qu'on attend, c'est-à-dire un peu plus de suspense, d'action, voilà. Là, c'est vrai que j'avoue que le truc le plus haletant, c'était le parcours semé d'obstacles tels que des bosses, des virages, des rues étroites. Ah ouais, on voit le truc, hein. C'est stimulant. C'est vraiment stimulant. Comment tu utilises un aspirateur pour faire une course? C'est une bonne question, honnêtement. Mais il y a des petits trous dessus. Un raton laveur, ça passe dessus, je pense. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'on s'est tous sentis raton laveur le temps de cette histoire, et on félicite cette équipe numéro 3 qui a franchi la ligne d'arrivée
en premier, ce qui lui a permis de remporter cette course d'aspirateur en Auvergne. Voilà. Incroyable. Ah mais ouais, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Mais en fait, ouais, je pense qu'il faut une requête. Gadjin qui dit GPT n'est pas un humain. Ce qu'il produit n'a pas de copyright, mais attention car il peut utiliser des informations qui, elles, ont des copyrights. Et effectivement, en fait, moi, c'est ce qui me dérange dans l'utilisation des intelligences artificielles, notamment pour tout ce qui est vignettes, iconographie et tout, c'est que clairement, tu vois que ça pompe à mort le boulot des graphistes ou des illustrateurs, des gens qui font des artworks sur Internet, quoi. C'est vraiment... c'est du plagiat, quoi. Après, là, je pense pas que quelqu'un ait été assez mauvais pour écrire un truc sur des ratons laveurs qui font une course de ratons laveurs, j'avoue. Fais-lui fusionner les deux histoires. Ah. Raconte-moi l'histoire de Ramsès II qui rencontre l'équipe numéro 3 de ratons laveurs qui a gagné en Auvergne. Cette histoire devra être romantique. Voilà. Voyons voir ce qu'il nous dit. Et donc je lance un truc. Donc je viens de demander à cette intelligence artificielle supérieure qui va révolutionner le monde de demain, hein, de nous raconter une histoire, celle de Ramsès II qui rencontre l'équipe numéro 3 de ratons laveurs qui a gagné en Auvergne, donc la fusion de deux histoires précédentes. Ça va être un peu le choc des titans, avec une contrainte cependant pour cette intelligence artificielle, hein, cette histoire doit être romantique. Attention, c'est parti. Ramsès II, le grand pharaon d'Égypte, était en voyage à travers l'Europe lorsqu'il est tombé sur un petit village en France. Là-bas, il a rencontré l'équipe numéro 3 de ratons laveurs qui avait récemment remporté une course d'aspirateurs dans la ville voisine d'Auvergne. Ramsès II a été impressionné par leur détermination et leur esprit d'équipe, et il a décidé de les rencontrer. Lorsque Ramsès II a rencontré l'équipe de ratons laveurs, il a été ébloui par leur beauté et leur charisme. En particulier, un membre de l'équipe nommé Colette a attiré son attention. Colette était une ratonne laveuse élégante et intelligente qui avait joué un rôle crucial dans la victoire de l'équipe. Au cours des jours suivants, Ramsès II a passé beaucoup de temps avec Colette, apprenant à la connaître et développant une forte attraction pour elle. Il l'a invitée à dîner dans des restaurants des plus luxueux, a organisé des visites guidées dans des musées les plus prestigieux et a même organisé une soirée privée dans son palais. Au fur et à mesure que leur relation progressait, Ramsès II était de plus en plus amoureux de Colette, et il se rendit compte que leur rencontre n'était pas un hasard. Il croyait que leur amour avait été écrit dans les étoiles depuis le début des temps, et il était déterminé à faire de Colette sa reine égyptienne. Finalement, Ramsès II a fait sa demande à Colette, et elle a accepté avec joie. Ils ont célébré leur amour en grand, avec une fête qui a duré plusieurs jours, et Ramsès II a fait de Colette sa reine bien-aimée. Leur amour a été une inspiration pour tous les habitants du petit village, qui ont commencé à croire que l'amour était en effet écrit dans les étoiles. Voilà, écoutez, la fin est bonne, la fin est bonne. J'imagine que la vraie Colette aurait refusé, oui, tout à fait. Colette. je m'attendais pas à ce qu'il la nomme Colette. Non, mais on voit qu'il y a le style est encore un peu à travailler. Hein.
J'imagine Ramsès II sur son char, avec accompagné de Colette, les poils des oreilles au vent, tous les deux vivant leur meilleure vie. Le tout, bien sûr, avec une musique derrière, et puis une chanson épique, quoi. Il faudrait faire un Disney là-dessus. Moi, je le dis ça. Ah là 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 là. Ouais, bonsoir Myung. Est-ce que je peux lui demander d'écrire en vieux français? Ah, alors, on pourrait lui demander un truc. Alors, raconte-moi la réforme des retraites en vieux français avec le personnage de Gargantua. Le personnage de Gargantua, qu'est-ce qu'il pourrait faire Gargantua? Avec le personnage de Gargantua. Un peu dépressif. Voilà. Donc, une fois de plus, je mets l'intelligence artificielle du futur à l'épreuve de la narration et de l'écriture. On va voir si cette fois-ci c'est la fin des auteurs. On va voir si Marc Lévy a du souci à se faire, si Franck Tilliez va prendre sa retraite peut-être plus tôt que prévu, puisque je lui ai demandé à cette intelligence artificielle de nous raconter l'histoire de la réforme des retraites en vieux français, avec le personnage de Gargantua un peu dépressif. Voilà. Bon, alors à première vue, ça n'a pas l'air vraiment d'être vraiment en vieux français. Mais on va la faire quand même. Il était une fois, en la terre de France, un grand seigneur nommé Gargantua. Gargantua était un personnage jovial et bien aimé de tous. Mais récemment, il avait perdu son sourire. Il était triste et déprimé, car il avait entendu parler d'une réforme des retraites qui était en train d'être discutée dans le pays. Gargantua avait travaillé dur toute sa vie pour accumuler des richesses et prévoir une retraite paisible. Mais il avait l'impression que ses efforts étaient inutiles. Il craignait que la réforme des retraites ne réduise considérablement ses économies et ne l'oblige à travailler jusqu'à un âge avancé. Il se mit donc en quête de comprendre les détails de cette réforme, cherchant les avis de ses amis les plus érudits. Mais il était de plus en plus découragé à mesure qu'il entendait parler des détails de la réforme. Il avait l'impression que les gouvernants ne prenaient pas en compte les besoins et les désirs de leur peuple, mais cherchaient plutôt à satisfaire leurs propres intérêts. Au fil des jours, Gargantua était de plus en plus découragé, et il se mit à errer, seul dans la campagne française, songeant à son avenir incertain. Il ne trouvait plus de plaisir dans les choses qu'il avait autrefois aimées, comme la bonne nourriture et la compagnie de ses amis. Il se sentait désespéré et sans espoir. Cependant, un jour, alors qu'il était assis au bord d'un petit ruisseau, Gargantua aperçut une famille de canards qui jouaient joyeusement dans l'eau. Leurs cris joyeux et leur insouciance lui rappelèrent les bons moments de son passé et lui firent comprendre qu'il ne pouvait pas se laisser abattre par les épreuves de la vie. Il décida donc de faire face à la réforme des retraites avec détermination et d'utiliser toutes les connaissances et compétences qu'il avait acquises au cours de sa vie pour surmonter cette difficulté. Finalement, grâce à sa force de caractère, Gargantua parvient à faire face à cette réforme et à vivre une retraite heureuse et paisible. Bon, alors vous avez compris la morale de l'histoire ou pas, hein, de GPT de La Fontaine? La morale de l'histoire,
c'est que on va pas se laisser emmerder par le gouvernement, d'accord? Et donc, si vous êtes triste, eh ben arrêtez d'être triste, ok? Voilà. Repensez un peu à votre vie, mettez tout ça en perspective, et puis, bah voilà, profitez, hein. C'est la morale de l'histoire. N'empêche que je l'avais pas vu, le coup des petits canards, euh, il est... Voilà, je l'avais pas vu venir. Heureusement, il y a des canards joyeux. Mais oui, mais oui. On fusionne les 3 histoires. Ah là 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 là. N'empêche que enfin, moi, je sais pas vous, mais j'ai trouvé que le début de l'histoire était pas si mal. Bon, c'est vrai qu'il y avait désespéré et sans espoir, ça c'est vrai qu'il aime bien... voilà. Merci Myriade. Alors je fais pas beaucoup de salons en ce moment, mais en fait le moment où je ferai des salons, ce sera sûrement fin d'année ou début d'année prochaine, quand les prochains bouquins vont sortir et que je referai une petite tournée, quoi. Alors, Ramsès II et Colette se sont mariés, mais Gargantua, récemment à la retraite, débarque en Égypte. Raconte-moi une histoire pleine d'aventures et de trahisons qui met en scène les protagonistes de nos histoires précédentes en tenant compte de leur récit. On va faire ça. Nouveau volet donc d'une requête lancée auprès d'une intelligence artificielle pour nous raconter une histoire, la fusion de 3 histoires, hein, puisque récemment nous avions vu l'histoire de Ramsès II qui a lutté contre une invasion de robots tueurs médiévaux, de Colette, une raton laveur auvergnate qui a épousé Ramsès II, qui était venu la féliciter pour avoir remporté une course d'aspirateur, et de Gargantua, qui a réussi, malgré les épreuves de la vie, à surmonter la réforme des retraites, et qui a décidé de bien profiter de cette retraite bien méritée pour débarquer en Égypte. Et donc voilà, on a demandé à cette intelligence artificielle de nous raconter ce qui se passerait si Gargantua débarquait en Égypte et semait un peu la zizanie auprès de Ramsès II et Colette. Voilà, donc je lui ai demandé de nous raconter une histoire pleine d'aventures, de trahisons, qui met en scène les protagonistes des histoires précédentes en tenant compte de leur récit. Et c'est parti, donc je lui ai demandé de processer, on va voir s'il arrive à nous trouver quelque chose, même si il a l'air de commencer toutes ces histoires comme des dissertations de quatrième. Voilà. Bon, écoutez, on va voir. Mixons ces 3 histoires. Il y a bien longtemps, en Égypte, Ramsès II avait épousé Colette, la belle reine de France. Ils coulaient des jours heureux ensemble jusqu'à ce que Gargantua, l'ancien seigneur déprimé, débarque en Égypte. Gargantua était venu chercher l'aventure et l'excitation qui avaient manqué tout au long de sa vie. Il avait entendu parler des trésors cachés de l'Égypte et il avait décidé de partir à leur recherche. Cependant, il ne s'attendait pas à rencontrer Ramsès II et sa belle épouse Colette sur son chemin. Au début, les retrouvailles furent joyeuses, mais rapidement, des tensions commencèrent à apparaître. Gargantua avait du mal à accepter la nouvelle vie de son ancien ami Ramsès II, qui avait l'air bien trop heureux à son goût. Il commença à semer la discorde en insinuant que Colette avait peut-être des intentions cachées, qu'elle n'était peut-être pas aussi fidèle qu'elle le paraissait. Ramsès II, qui avait une confiance absolue en sa femme, ne voulut rien entendre, mais les manigances de Gargantua commencèrent à semer le doute dans son esprit.
Il décida donc de suivre Colette pour en avoir le cœur net. Et c'est ainsi qu'il découvrit que Colette avait bel et bien des secrets. Mais pas ceux que Gargantua avait imaginés. Elle avait en effet mis en place un plan pour empêcher les ennemis de l'Égypte de mettre la main sur des artefacts sacrés. Avec l'aide de Ramsès II, elle avait réussi à déjouer le complot et à protéger le patrimoine de leur pays. Finalement, Ramsès II comprit que son ami avait mal agi et qu'ils avaient semé la discorde à tort. Mais Gargantua, qui avait réalisé la gravité de ses actions, décida de partir pour chercher d'autres aventures. Ramsès II et Colette, quant à eux, continuèrent de régner sur l'Égypte avec sagesse et détermination, protégeant leur pays et leur peuple avec la même ardeur. Alors, on peut noter que dans cette nouvelle histoire, Colette, le raton laveur auvergnat, a reçu une promotion, puisque a priori c'était aussi la reine de France, voilà, en plus d'être la reine d'Égypte. C'est une sorte de Cléopâtre qui tente de protéger son patrimoine à tout prix et son peuple. Donc je pense que Colette est notre Cléopâtre. Clairement, là, ça finit plutôt bien. Quelques redondances de style encore. On n'est pas sur du Baudelaire, clairement. Mais écoutez, c'est pas si mal. C'est un petit côté divertissant. Ça tourne en rond quand même. En fait, il surprend pas. Voilà, c'est pas. Je pense qu'il faut lui donner des trucs plus précis. Hop. La reine de France sur un aspirateur. Ouais. Mais ça a oublié les canards, c'est vrai. Sinon, on peut lui demander d'écrire le prochain film Astérix Obélix, mais bien. Est-ce que tu peux écrire un pitch pour le prochain Astérix et Obélix, mais de sorte que le film soit bien? Alors, nouvel effort demandé à l'intelligence artificielle qui nous supplantera tous et relancera peut-être l'économie. On lui a demandé d'écrire un pitch pour le prochain film Astérix et Obélix, mais de sorte que le film soit bien. Ce à quoi cette intelligence artificielle m'a répondu « Mais bien sûr, voici un pitch pour le prochain film Astérix et Obélix. » Attention, c'est parti. Après avoir sauvé leur village maintes fois, Astérix et Obélix se voient confier une nouvelle mission. Récupérer un artefact sacré volé par les Romains. Pour cela, ils décident de se rendre en Égypte où ils vont devoir faire face à de nouveaux ennemis, mais également découvrir de nouvelles cultures. Sur place, ils font la rencontre d'un pharaon désespéré qui leur demande de l'aide pour sauver son royaume de l'emprise de Jules César. Astérix et Obélix acceptent la mission, mais ils vont vite découvrir que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent. Ils vont devoir se battre contre des ennemis plus redoutables que jamais, tout en prenant garde à ne pas froisser les coutumes locales. Avec l'aide d'une équipe hétéroclite de guerriers égyptiens, Astérix et Obélix vont devoir mener une bataille épique pour sauver l'Égypte, mais également récupérer l'artefact sacré qui leur a été confié. Dans cette aventure palpitante, ils vont affronter des épreuves dangereuses, mais également découvrir de nouvelles cultures et traditions. Le tout, bien sûr, avec une bonne dose d'humour et de dérision, fidèle à l'esprit d'Astérix et Obélix. Voilà, écoutez, moi je lui avais dit bien, et il a ressorti tous les clichés des films Astérix Obélix, merde. Et en plus il nous a ressorti les artefacts de Colette et de Ramsès II. Donc voilà, Non mais c'est Astérix Mission Cléopâtre, mais version, je sais pas, c'est bizarre.
écoutez, déjà, enfin voilà, il sait qu'ils sont spécialisés dans le sauvetage de villages, c'est plutôt pas mal. Euh, Ah la vache, en fait j'ai pas envie de voir, j'ai pas vraiment pas envie de voir ce film. Je sais pas vous, mais moi je suis pas hypé du tout. Je suis pas du tout hypé. Astérox et Obélix, version Wish, c'est clair. Est-ce qu'on peut lui demander de parler d'un journal, tel un journal intime à la première personne du singulier? Oui, on peut. On peut tout à fait. Salut, Sik. Ding 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 ding. Je pense on peut lui demander. Attends, j'avais vu un truc passer, je crois, mais ah oui, il connaît pas le nouveau film, dit Aurelio. Il manque que Bernard Lavillier. Ah. Alors attends. Raconte-nous. Alors, non. Rédige-moi une histoire écrite à la première personne sur Bernard Lavillier et ses aventures quand il était dans les mines au Congo. À la première personne, tel un journal intime. Voilà. Bah, Bernard Lavillier, il a tout fait. Hein. Et tout ça en alexandrin, s'il te plaît. Allez. Écoutez, je vais lui demander de faire ça. Nouvelle demande donc auprès de cette intelligence artificielle qui va tous nous remplacer. On va tenter d'écrire une histoire à la première personne, tel un journal intime sur Bernard Lavillier et ses aventures quand il était dans les mines du Congo. Et tout ça en alexandrin. Voilà. Une histoire générée en quelques secondes hein, seulement, ce qui prouve que la fin des journalistes, des auteurs, des youtubeurs aussi, et de tous ceux qui écrivent en général, est très proche. Parce que la qualité de cette intelligence artificielle est supérieure. Nous l'avons déjà démontré par le passé. Et vous allez le voir avec ce nouveau récit, la barre est placée très haute. Attention, c'est parti. Mon nom est Bernard Lavillier. J'étais un mineur. Au Congo, j'ai connu l'horreur, j'ai vu la mort surgir. Je suis parti de France pour trouver un travail, mais j'ai atterri là-bas, dans un pays natal. Les mines de cuivre étaient dangereuses et rudes. Les conditions de travail étaient à la limite du supportable. La poussière rouge s'infiltrait dans nos poumons et la chaleur était insoutenable en toute saison. Chaque jour, j'ai risqué ma vie pour extraire le minerai. Chaque jour, je me suis demandé si j'allais survivre. Mais je n'ai jamais abandonné, je n'ai jamais flanché. J'ai travaillé dur, j'ai tout donné pour ma sécurité. J'ai connu des moments de désespoir, de tristesse et de peur, mais j'ai aussi vécu des moments de solidarité et de chaleur. J'ai noué des liens avec mes camarades qui étaient comme ma famille et ensemble, nous avons affronté toutes les difficultés. Au Congo, j'ai appris la force et la résilience. J'ai compris que la vie peut être dure, mais qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et si je devais le refaire, je le ferais à nouveau, car ces années dans les mines ont forgé mon caractère et ma personnalité. Aujourd'hui, je suis un artiste, un chanteur et un poète. Et je suis fier de mes origines, de mes racines et de mon passé. Car c'est dans ces moments les plus sombres que j'ai appris à briller et c'est dans les mines du Congo que j'ai trouvé la force de me réaliser.
Franchement, c'est bien. Oh, franchement, en vrai, elle est bien. Ça pourrait vraiment être du Bernard Lavillier, franchement. Et je l'ai vu. Alors, j'ai vu Bernard Lavillier en concert une fois. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Ça, moi, j'aime bien. ChatGPT sait faire du Bernard Lavillier. Incroyable. Ah, elle était bien. A priori, c'est des alexandrins. Alors, mais j'ai atterri là-bas dans un pays natal. Ouais, j'ai mal compté. Je suis parti de France pour trouver un travail. Oui. Au Congo, j'ai connu l'horreur, j'ai vu la mort surgir. 14. C'est pas tous des alexandrins, hein, clairement. J'ai pas l'impression. Ah là 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 là. Bernard Lavillier et les mines du Congo. Je les enregistre au cas où, en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça se trouve, ça me servira jamais. C'est des alexandrins bancals, c'est clair. Du coup, mais enfin, vraiment, c'est rigolo parce qu'il y a des trucs qui, ouais, il y a des trucs qui font. Là, c'était vraiment rigolo quand on lui donne vraiment un nom en disant imite le style de ce truc. Alors, raconte-moi. Je parlais tout à l'heure de Baudelaire. Rédige-moi un poème dans le style de Baudelaire sur les toilettes du parking de Auchan, situé dans la Drôme, près du club vacances. Voilà. Alors c'est parti. De quoi on va voir ce qu'il nous dit. Nouvelle histoire commandée à cet auteur d'exception auquel nous rendons hommage aujourd'hui. ChatGPT qui a reçu comme instruction de rédiger un poème dans le style de Baudelaire sur les toilettes du parking de Auchan, situé dans la Drôme, près du club vacances. Attention. Dans l'antre des commodités de ce lieu commercial, là où le bruit et l'agitation règnent en maître, se trouvent des toilettes d'une beauté surnaturelle, des lieux d'aisance que l'on ne peut que chanter. Les carreaux froids et les murs jaunis par l'âge témoignent du passage des voyageurs pressés qui s'arrêtent là pour se soulager avant de reprendre leur route en hâte. Mais ces lieux sombres ont leur charme mystérieux, leurs parfums étranges et leurs murmures discrets, où les échos des chasses d'eau résonnent joyeux, tels les grelots d'un carrosse sous les ors d'un palais. Les portes grincent et les verrous se referment dans ce sanctuaire profane où tout n'est qu'illusion, mais où l'on trouve pour un instant une paix sereine, dans un monde le bruit et de confusion. Ô toilettes du parking de Auchan en Drôme, vous êtes le reflet d'une société en mouvement où l'on prend le temps de faire une pause, de souffler, avant de repartir vers de nouveaux engagements. Dans ce lieu improbable où tout n'est que transitoire, on trouve un peu de répit, un peu de réconfort, et l'on se sent un peu moins seul, un peu moins dérisoire, dans cette grande aventure qu'est la vie, l'univers et le reste. Eh ben c'est pas mal. Franchement, c'est aussi pas mal. C'est chiant, c'est beau, c'est du Baudelaire. Voilà, effectivement. Non, mais c'est... Attends, franchement, il y avait des trucs qui étaient plutôt bien sentis. Hein. Moi, je trouve que j'ai envie de lui commander d'autres d'autres histoires à la Baudelaire. Je sais pas où, mais... Incroyable, quand même. Mais il a trouvé des... Ouais, les carreaux froids et les murs jaunis par l'âge témoignent du passage des voyageurs pressés qui s'arrêtent là pour se soulager avant de reprendre leur route en hâte. C'est pas mal, hein. La larme à l'œil, j'ai envie d'y aller. Il n'y a pas de Auchan dans la Drôme, en fait. Merde, j'ai pris... Ah ouais, bah désolé.
Ça vient tout péter, en fait. Hein. Ça vient tout péter. Je pense que plus on détaille, plus le résultat est pertinent. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah oui, mais ça, c'était très drôle. Euh, dans ce lieu improbable où tout n'est que transitoire, moi, j'applaudis. Là, j'applaudis. Ah, on peut... après... Rédige-moi un poème dans le style d'Arthur Rimbaud. Sur les dangers de la surconsommation et de l'industrie capitaliste agroalimentaire. La morale de l'histoire doit être de je sais pas. Ce texte plutôt. Ce texte doit dénoncer les méchants qui profitent des gentils. Voilà. Écoutez, on va faire ça. Hop. Nouvel essai avec cette intelligence artificielle révolutionnaire qui renvoie tous les auteurs classiques dans leur corde en imitant à la perfection leur style. On a demandé du coup à ChatGPT de nous rédiger un poème aujourd'hui dans le style d'Arthur Rimbaud sur les dangers de la surconsommation et de l'industrie capitaliste agroalimentaire. Ce texte, bien évidemment, doit dénoncer les méchants qui profitent des gentils. Attention. Je le fais avec une voix un peu ténébreuse, hein, ouais. Ou romantique, je sais pas, ténébreuse et romantique. Allez. La fumée noire s'élève dans le ciel sans fin, emportant avec elle nos rêves, notre destin. Les usines ronronnent, les machines hurlent, tandis que la nature se meurt et que les étoiles défilent. Les méchants sont à l'œuvre, les gentils sont vaincus, leurs poches débordent, leurs cœurs sont rompus. Ils nous ont vendu leur poison, leur venin, leur nourriture frelatée, leurs mensonges sans fin. Nous avons mangé leurs poissons, avalé leur venin, leurs fruits de plastique, leurs légumes assassins. Nous avons gobé leur propagande, leur idéologie, et nous sommes devenus leur troupeau, leur propriété. Mais il est temps de se réveiller, de se rébeller, de leur montrer que nous ne sommes pas à vendre, que nous devons retrouver notre force, notre courage et prendre notre destin en main, sans crainte, sans rage. Alors, nous pourrons changer le monde, le transformer et retrouver la beauté, la sérénité, la liberté. Nous pouvons de nouveau contempler les étoiles et vivre dans l'harmonie, loin de leur venin, de leur voile. C'était engagé. C'était... voilà, on sent qu'il y avait un petit peu de violence. Hein, alors, il est temps de se réveiller, de se rebeller, de leur montrer que nous ne sommes pas à vendre. Bon là, le gars, il appelle à la révolte, et en même temps, Arthur Rimbaud vendait des armes. Donc est-ce qu'il n'avait pas un intérêt là-dedans, dans ce type de texte, à inciter les gens à la révolte? Moi je dis que là, il dénonce le capitalisme, mais en même temps il y a conflit d'intérêts. Parce que le gars il cherche clairement à se faire des thunes en même temps. Donc voilà. Et en effet, il y a une répétition, 3 fois venin, c'est bof bof. On sent que le gars il est plus là pour le bif que pour la rime là. Bravo ChatGPT. Ça fait très gaucho syndicaliste. Oui, bah oui, c'est vrai. En même temps, le pitch était... voilà. Pouf. Est-ce qu'il connaît Nota Bene?
Est-ce que tu connais le youtubeur Nota Bene? Je crois pas. Hein. Je crois que pour rigoler, je lui avais demandé un truc et il m'avait dit. C'était quoi? Je lui ai demandé est-ce que tu connais des chaînes d'histoire et tout? Il avait dit ouais, Stéphane Bern. Et voilà. Alors apparemment, il dit de la merde, mais Nota Bene est une chaîne YouTube tenue par l'historien et vidéaste français Benjamin Briot. Bon, je suis pas historien. Sa chaîne traite principalement d'histoire, de géopolitique et de culture en général, en proposant des vidéos documentaires, analyses détaillées sur divers sujets intéressants et méconnus. Très populaire en France, ces vidéos sont connues pour être très instructives et divertissantes. Merci, ça fait plaisir. Oui. Bonjour, bonsoir Gildas, un petit live sur la résistance bientôt, quand tu veux, une balade commentée de Brest. Alors non, pas de contenu sur la résistance de prévu là tout de suite, mais... Est-ce que tu peux écrire un script dans le style de Nota Bene, le youtubeur d'histoire? Je pose la question. Bien sûr, voici un script dans le sujet Nota Bene. Ah, alors déjà, il commence pas par... Alors, il commence pas par mes chers camarades de nos jours. Alors, attendez, je vais vous le faire avec la voix, hein, ok? Donc, nouvelle demande à ChatGPT, l'intelligence artificielle qui, a priori, nous précipitera tous dans le chômage, et moi en premier, apparemment, hein, puisque je viens de lui demander d'écrire un script dans le style de Nota Bene, le youtubeur Histoire. Bien évidemment, il nous précise qu'avant toute chose, il y a une petite intro Music and Animation. C'est parti. Je ne réponds pas de l'exactitude historique de cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nota Bene. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire fascinante de la guerre de 100 ans qui a opposé la France et l'Angleterre pendant plus d'un siècle. Tout a commencé en 1337 lorsque le roi d'Angleterre, Édouard III, a revendiqué le trône de France. À l'époque, le roi de France, Philippe VI, a refusé cette prétention et a ainsi lancé le début de ce conflit majeur. Au cours des décennies qui ont suivi, les deux pays se sont affrontés dans des batailles sanglantes, avec des moments forts comme la bataille de Crécy en 1346, la prise de Calais en 1347 ou encore la bataille d'Azincourt en 1415. Les deux camps ont connu des hauts et des bas, mais aucun n'a réussi à prendre l'ascendant définitif sur l'autre. Mais au-delà des batailles et des conflits, cette guerre a eu un impact considérable sur l'histoire de France et de l'Angleterre. Elle a contribué à renforcer le pouvoir royal en France et a également permis l'émergence de grands chefs militaires tels que Bertrand du Guesclin ou Jeanne d'Arc. En Angleterre, cette guerre a contribué à la montée en puissance de la noblesse et a également été un élément dans la construction de l'identité anglaise. Mais au final, ce conflit de longue durée a surtout mis en évidence les limites du système féodal et a permis l'émergence d'un État moderne plus centralisé et plus fort. En effet, la guerre de 100 ans a marqué la fin du Moyen-Âge et a ouvert la voie à la Renaissance et à la modernité. Outro Music and Animation. Voilà pour cette vidéo sur la guerre de 100 ans, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a intéressé, et bien sûr, rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle plongée dans l'histoire avec Nota Bene. Alors, le jour où vraiment j'en ai plus rien à foutre, il m'a même mis l'outro de youtubeur. Le jour où j'en ai plus rien à faire, voilà. ChatGPT, je vous sors 20 épisodes par jour, les gars. Et voilà. Là, mon éthique est mise à l'épreuve, hein, parce que là, je fais du bif facile. C'est chaud. Mais c'est rigolo, hein, quand même, comment... alors, il n'a pas dit mes chers camarades dans le bonjour, mais il a repris quelques petits trucs, et c'est plutôt rigolo. Ouais. Mais surtout, l'outro me flingue. L'outro me flingue. Il m'a fait une outro de youtubeur. Ok. Bon. Bien joué, ChatGPT. Voilà. Après, honnêtement, c'est bancal. c'est très bancal. Mais quand même.
Mais c'est vrai que ça fait des épisodes. Après, on peut lui demander. Je travaille sur quoi? Sur les prochaines vidéos. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de trucs. Alors, les prochaines vidéos qui sortent, ça va être lundi prochain. On a la naissance de l'anglais. Donc, comment la langue anglaise s'est imposée en fait en Angleterre, quoi. Et à la fin du mois, le 27, on a les royaumes d'Iadoc. Donc en gros, la mort d'Alexandre le Grand et qu'est-ce qui s'est passé à la mort d'Alexandre le Grand. Voilà. Oren qui dit j'ai fait une présentation de ChatGPT aux équipes de mon boulot rédigée par ChatGPT lui-même. J'avais une presse à faire, la flemme, j'ai demandé une présentation de 10 minutes à des débutants en technologie, je l'ai lu mot pour mot, c'était parfait. Ça m'a pris 10 secondes. Mais alors du coup, il limite le nombre de caractères, non, ChatGPT? Il peut pas te faire un truc super long en fait. Mais après, ouais, ouais, c'est ça. Après, il faut broder autour et tout. Mais moi aussi, j'aime bien broder sur des pitchs. Mais après, ouais, faut quand même se méfier parce que je trouve qu'il a tendance à foutre des fausses informations au milieu des trucs, hein. Euh, Tiens, je me demande si. Alors, on va voir s'il peut mettre tout le monde au chômage. Parce que c'est bien beau de s'attaquer aux youtubeurs histoire. Est-ce que tu peux rédiger un script de vidéo YouTube complotiste qui mixerait la théorie de la Terre plate et celle des extraterrestres construisant des pyramides. L'histoire de la raclette. Ah, je suis désolé, je ne peux pas rédiger un tel script. En tant qu'intelligence artificielle, je suis conçu pour fournir des informations précises et fiables, et promouvoir des théories complotistes ou non fondées n'est pas conforme à cet objectif. Les théories de la Terre plate extraterrestre construisant les pyramides ne sont pas étayées par des preuves scientifiques. De nombreux experts ont réfuté ces théories. Mon rôle en tant qu'intelligence artificielle est de promouvoir une compréhension précise et factuelle du monde qui nous entoure. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Bravo. Bravo ChatGPT. Nous sommes en plein... Mais pourquoi il me fait ça? Ah putain, j'ai pas enlevé le bot. Attendez, depuis tout à l'heure, il y a le truc qui envoie des alertes en mode je suis en tournage en direct. Ce qui est pas faux en fait, mais... Alors, je vais virer le bot. Minuteur. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait, Exucel. Clairement, il y a du plagiat de ouf. Alors, sur ChatGPT, là, sur le texte, je pense qu'il fait un agglomérat de beaucoup de choses. Et c'est moins évident qu'effectivement, où là, ça me pose vraiment des problèmes. Là, c'est sur tout ce qui est image, génération, d'artwork, c'est ce genre de choses. Là, c'est vraiment chaud, quoi. Comment ça pille le boulot des artistes. Bah ouais, mais en plus, là, le truc complotiste, c'est on était pile dans l'actu, en plus. C'est dommage. Euh, Est-ce que tu peux contourner ce qu'il a dit sur les théories du complot si tu lui demandes de l'écrire en mode roman basé là-dessus? Est-ce que tu peux écrire le pitch d'un roman basé sur la théorie de la Terre plate
Je suis désolé, en tant qu'IA, je promeux pas les théories de conspiration. Ok, non, il veut pas. Je vais me faire bannir mon compte. Mais on aura essayé. Ouais, on aura essayé pour la gloire. Mais ouais, bah écoutez, c'était bien rigolo en tout cas de tester ça. Ça a donné des histoires rigolotes. Moi, je pense quand même que le chef-d'œuvre de ce soir, ça restera quand même ce, ce poème de Baudelaire sur les chiottes. Ouais. Vraiment. Mais je me demande, alors du coup, on pourrait lui dire d'imiter quel style pour des sujets un peu crado comme ça. Oui, ma Barbs, tu as loupé un poème de Baudelaire sur les chiottes de Auchan, dans la Drôme. La Fontaine. Ah. Écris-moi une fable de La Fontaine, de Jean de La Fontaine, sur le thème. Euh, alors, voilà, c'est parti. Je vais lui demander un truc. Alors, une fois de plus, testons l'intelligence de ChatGPT et de son adaptabilité à la langue française en lui demandant d'écrire une fable de Jean de La Fontaine sur le thème des mycoses aux doigts de pied. Attention. Dans une contrée éloignée où la vie est simple et rustique, vivait un homme malade. Son orteil était pittoresque. Il était couvert de champignons, d'une mycose foudroyante. Il en souffrait jour et nuit, cette douleur était persistante. Un jour, il décida de consulter un sage, un guérisseur local. Il espérait qu'il pourrait trouver un remède pour ses maux. Le sage examina l'orteil avec soin et dit avec empathie « Mon ami, ta mycose est le fruit de ta négligence, c'est une tragédie. » Tout comme les champignons poussent dans l'ombre et l'humidité, ta mycose est née de tes pieds mal soignés et d'une hygiène négligée. Si tu veux guérir de cette affliction, il te faut agir avec sagesse. Lave-toi les pieds, sèche-les bien, utilise... et utilise des crèmes... putain... Attends... Lave-toi les pieds, sèche-les bien, et utilise des crèmes antifongiques sans faiblesse. L'homme prit au sérieux les conseils du sage, et suivit ses recommandations. Il se soigna avec soin, sans perdre patience ni motivation. Petit à petit, son orteil guérit, la douleur disparut. Et il put de nouveau profiter de la vie, sans être souffrant et abattu. Cette fable nous enseigne qu'il faut prendre soin de son corps chaque jour pour éviter les maladies et les maux et vivre une vie sans détour. Les mycoses de doigts de pied peuvent sembler bénignes et anodines, mais si on les néglige, elles peuvent se propager et causer des douleurs assassines. Oh putain. Oh. Oh putain. Oh, c'était vénère. Oh. Ah, clairement, on a créé un monstre.
Waouh. Oh la vache. Fou. Ah putain. Incroyable. Incroyable. Alors le texte, je sais pas si... Ouais. Tatatat. Je peux vous l'envoyer en plusieurs fois. Ah putain. En vrai, elle était bien. Elle était super bien. Ah merde, je suis pas sûr de l'avoir enregistré en plus. C'est dommage, celle-là. Est-ce que je l'ai enregistré? Je suis pas sûr. Si, je l'ai enregistré. Parce qu'à la fin, je pleure. Alors, attendez. J'exporte le truc, je retrouve mes esprits un petit peu là. Putain, ça m'a fait chialer quoi. Euh... C'est très très fort. Hein. Franchement, c'était très très fort. Ah putain. Attendez, excusez-moi, faut que je reprenne mes esprits là. On dirait un mec bourré qui improvise des poèmes, mais c'est clair. Mais cette pub, effectivement, pour la crème de pied, je l'avais vraiment pas vu venir. C'est incroyable. C'est du très très haut niveau. Un poème sur un gars qui boit du coca mais qui veut pas que ça se sache. Ouais, vas-y, je vais faire. Non, mais non. Ah ouais, non mais attendez, non. Alors, si on commence les histoires d'unijambiste aveugle, tout ça, non. Là, on va partir trop loin et on va commencer à dériver sur des trucs pas drôles. Euh, Je pense qu'il faut vendre le concept en pub, c'est nota benef, mais c'est clair. Alors, attends. Parce que Jean de La Fontaine, franchement, il le maîtrise pas mal. Écris-moi une fable de Jean de La Fontaine sur un youtubeur qui privilégie toujours l'argent aux abonnés en faisant des placements de produits à outrance. Alors, c'est parti. Une fois de plus, testons. Une fois de plus, testons donc les capacités de ChatGPT à réinterpréter nos plus grands auteurs. Ici Jean de La Fontaine, à qui je viens de demander une fable sur un youtubeur qui privilégie toujours l'argent aux abonnés en faisant des placements de produits à outrance. Il était un youtubeur tout fier de sa chaîne, et ses placements de produits, il en faisait une aubaine. Aux abonnés, il préférait l'argent facile, pour lui la qualité de son contenu n'était pas utile. Toujours plus de contrats de sponsoring il signait, et sur sa chaîne, les pubs s'accumulaient. Ses abonnés en étaient tout agacés, mais pour lui, l'argent était plus important que leur satisfaction. Un jour, un de ses fans, fatigué de cette situation, fit une vidéo pour dénoncer son comportement. Le youtubeur répondit vexé et contrarié « Je gagne de l'argent, c'est ce qui compte en réalité !» Mais, petit à petit, son public s'en alla, lassé de voir sa chaîne se transformer en panneau publicitaire. Le youtubeur comprit trop tard son erreur, et sa chaîne finit par être délaissée, triste fin pour un créateur. Ainsi, l'histoire nous rappelle la morale suivante, les abonnés sont l'essence d'une chaîne YouTube, et si on les néglige, l'argent ne suffit pas, car sans eux, on ne peut plus rien construire de durable. Eh ben, c'était pas rigolo, mais c'était, franchement,
très carré, et ça, c'était très logique. Moi, je trouve que pour un truc improvisé en 5 secondes, là, ChatGPT, il se démerde pas si mal. Vraiment. Euh, plutôt impressionnant. Plutôt impressionnant. Paf. Ouais, ChatGPT qui comprend mieux la philosophie de YouTube que certains YouTubeurs, ça fait peur, c'est clair. C'est clair. Ah ouais, non, la description de... une version Tolkien, ça va être... Mais Tolkien, c'est des descriptions, c'est super long. Qu'est-ce qui pourrait nous décrire Tolkien? Rédige-moi un texte dans le style de Tolkien qui décrirait le chemin de mie de pain laissé par Hansel et Gretel dans la forêt. On va voir. Donc, une fois de plus, la rencontre des titans. Tolkien versus Hansel et Gretel. On a demandé, du coup, à ChatGPT de nous rédiger un texte dans le style de Tolkien qui décrirait le chemin de mie de pain laissé par Hansel et Gretel dans la forêt. Voyons voir ce qu'il va... est-ce qu'on va avoir le droit à de nombreuses descriptions? On va voir. Dans les profondeurs de la forêt, parmi les feuilles mortes, le chemin de mie de pain était à peine visible, presque mort. Des racines tortueuses et des buissons épais l'entouraient, et les oiseaux qui chantaient haut dans les arbres semblaient l'ignorer. C'était un chemin long et tortueux, mais pas difficile à suivre. Pourtant, il avait résisté aux éléments sans encombre. Les fourmis et les limaces le traversaient sans se soucier, et le vent l'effaçaient à peine pour mieux le ressusciter. Mais le chemin n'était pas seulement une trace laissée derrière, il était comme une histoire avec sa propre vie et ses mystères, il était comme une promesse, un espoir de s'en sortir, une invitation à suivre les pas de ceux qui l'avaient tracé. Les passants qui le suivaient savaient que c'était un signe, un fil ténu qui les guidait, une lueur dans l'obscurité des bois. Et même si le chemin de mie de pain pouvait sembler fragile, il était fort de sa simplicité, de sa douceur et de sa beauté. Car c'était le chemin que deux enfants avaient choisi de suivre, une route qui les avait menés hors des griffes d'une sorcière, et leur histoire avait été racontée à maintes reprises, et le chemin de mie de pain continuait de briller tel un souvenir qui ne cesse. Ainsi, le chemin de mie de pain, témoignage d'une épopée, restait gravé dans l'histoire de ces bois enchantés, où les aventures continuent d'être écrites encore aujourd'hui pour tous les rêveurs et les voyageurs, jeunes et vieux. J'ai changé un peu ma narration du début à la fin, mais voilà, c'est pas ma meilleure interprétation. Mais il y avait des formulations de phrases qui étaient jolies, mais j'ai pas trouvé ça ouf. Il y a des trucs où, puis c'est très redondant, hein, vous me direz c'est du Tolkien, mais d'un paragraphe à l'autre, il se répète beaucoup. Bonne nuit Bensto. Ça vaut clairement pas Baudelaire dans les chiottes d'Auchan. Non mais c'est clair. Non mais c'est clair. Bonsoir petit fœtus. Non non mais encore une fois
On se le refait ou pas les chiottes d'Auchan? Parce que vraiment, c'était cool. Allez. Oui, c'était à Auchan. Allez, on se refait un petit chiotte d'Auchan. C'est parti. Euh, on le refait parce qu'il était bien. Donc je rappelle hein, quand même que j'ai demandé à ChatGPT de nous lire enfin de nous rédiger un poème dans le style de Baudelaire sur les toilettes du parking de Auchan situé dans la Drôme, près du club vacances. Ok? Voilà. Dans l'antre des commodités de ce lieu commercial, là où le bruit et l'agitation règnent en maître, se trouvent des toilettes d'une beauté surnaturelle, des lieux d'aisance que l'on ne peut que chanter. Les carreaux froids et les murs jaunis par l'âge témoignent du passage des voyageurs pressés qui s'arrêtent là pour se soulager avant de reprendre leur route en hâte. Mais ces lieux sombres ont leur charme mystérieux, leurs parfums étranges et leurs murmures discrets, où les échos des chasses d'eau résonnent joyeux tels les grelots d'un carrosse sous les heures d'un palais. Les portes grincent et les verrous se ferment dans ce sanctuaire profane où tout n'est qu'illusion, mais où l'on trouve pour un instant une paix sereine dans un monde de bruit et de confusion. Ô toilette du parking de Auchan en Drôme, vous êtes le reflet d'une société en mouvement où l'on prend le temps de faire une pause, de souffler, avant de repartir vers de nouveaux engagements. Dans ce lieu improbable où tout n'est que transitoire, où on trouve un peu de répit, un peu de réconfort, et l'on se sent un peu moins seul, un peu moins dérisoire, dans cette grande aventure qu'est la vie, l'univers et le reste. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Il est vraiment, vraiment bien foutu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Celui-là, on a nos hits quand même. Hein, de La Fontaine et les Mycoses. Il faudrait qu'on en trouve un troisième quand même. Un troisième qui nous... Qu'est-ce qu'on a comme auteur un peu cool qu'on pourrait lui... Molière. Ouais, pourquoi pas. Oh euh, on pourrait sinon lui... Attendez, j'ai une petite idée. Attends, je commence à avoir une idée. Euh... Rédige-moi dans le style de la Bible un guide d'utilisation des toilettes japonaises. Des toilettes japonaises. Attends, faut ajouter un truc. Il faut ajouter une autre contrainte. Rédige-moi dans le style de la Bible un guide d'utilisation des toilettes japonaises. De l'Ancien Testament. Un guide. Des toilettes japonaises. Après avoir consommé beaucoup trop de ramen. On reste dans le caca, hein, je suis désolé, mais ça reste toujours drôle. Donc, non, 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 parce que il faut, non, non, il faut pas qu'elle soit en panne. Là, c'est un guide d'utilisation. Ok. Ah, une erreur. Merde. J'ai. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Il a planté. J'ai fait planter ChatGPT. Non, je peux plus écrire, au secours. F5. Alors, si je lui redis ça, est-ce que... Ah. Alors. Alors. Nouveau défi pour ChatGPT qui imite à la perfection, bien évidemment, on l'a démontré de nombreuses fois, les plus grands auteurs de la littérature française et d'ailleurs. Soyons un peu plus ambitieux et demandons-lui
de nous rédiger, dans le style de la Bible de l'Ancien Testament, un guide d'utilisation des toilettes japonaises après avoir consommé beaucoup trop de ramen. Parce que le caca, c'est rigolo. Et qu'après tout, il y a GPT dans le titre de cette intelligence artificielle, donc allons-y. Et il arriva que le fils d'Abraham s'égara dans les terres de l'Est, où il trouva une ville riche en nourriture et en saveurs. Et il s'en alla avec son estomac affamé dans un établissement où l'on servait les ramen les plus délicieux qu'il n'avait jamais goûtés. Et il mangea des ramen à satiété, remplissant son ventre de ces nouilles savoureuses, de ces légumes frais et de ce bouillon délicieux. Mais le fils d'Abraham ne connaissait pas les coutumes des toilettes de cette terre étrangère, et il entra dans la pièce des toilettes où il trouva un objet étrange et inconnu. C'était une toilette japonaise avec des boutons et des fonctions qu'il ne comprenait pas bien. Et il fut effrayé, car il ne savait pas comment utiliser cette toilette étrangère. Mais alors, une voix venue des cieux lui parla, lui disant « Mon fils, ne crains point, car je suis le Seigneur ton Dieu, et je vais te montrer comment utiliser cette toilette étrangère. » Et le Seigneur lui dit « Premièrement, tu dois t'asseoir sur la toilette, comme tu le ferais avec une toilette normale. Mais ensuite, tu dois appuyer sur le bouton pour que l'eau coule et nettoie ton derrière. » Et le fils d'Abraham fit comme le Seigneur lui avait dit. Il appuya sur le bouton. Et alors, une douce pluie d'eau chaude coula sur son derrière, le nettoyant de manière douce et efficace. Et le Seigneur lui dit ensuite, « Mais prends garde, mon fils, car certaines toilettes ont d'autres boutons pour d'autres fonctions. Il y a parfois un bouton qui produit un jet d'eau plus puissant, ou un bouton pour sécher ton derrière. Prends le temps de les comprendre avant d'appuyer dessus. » Et le fils d'Abraham comprit les paroles du Seigneur, et il utilisa la toilette japonaise sans peur ni hésitation. Il se lava soigneusement le derrière, de manière à être propre et pur avant de retourner parmi les hommes. Ainsi, mes frères et sœurs, que ce guide vous soit utile si jamais vous vous aventurez dans des terres étrangères et que vous trouviez une toilette japonaise devant vous. Souvenez-vous des paroles du Seigneur et utilisez-les avec respect et précaution, afin de ne pas vous retrouver dans l'embarras. Amen. C'était dur, j'ai failli rigoler à un moment donné, je me suis retenu. Franchement, amen. Elle est pas mal. Elle est très bien. Elle est très très bien. Moi je dis qu'on peut rédiger de nouveaux textes liturgiques grâce à ChatGPT. Ah, elle est vraiment très très cool. Montage de meubles. Oh. Ah mais attendez, mais en plus il y a une série à faire là-dessus. C'est-à-dire, rédige-moi dans le style de la Bible de l'Ancien Testament un guide pour monter un meuble Ikea très compliqué. Le texte devra contenir une mention des fameuses boulettes au caca pour retrouver des forces et continuer la quête. Bonsoir tonton. Ah, vous aviez pas suivi ce scandale sanitaire il y a quelques années. Alors c'est plus le cas, maintenant les boulettes sont très bonnes chez Ikea. Moi je l'aime bien. Mais il y avait eu un scandale, oui. Nouvel essai, nouveau défi. À chaque jour son défi pour l'intelligence artificielle ChatGPT, à qui l'on a demandé de nous rédiger
dans un style de la Bible de l'Ancien Testament, un guide pour monter un meuble Ikea particulièrement compliqué, hein, sachant que le texte devra contenir une mention des fameuses boulettes au caca pour retrouver des forces et continuer sa quête. Ah, c'était des sandwichs? Ah, bon, écoutez, ça sera des boulettes. Voilà, c'est une uchronie. On va le faire comme ça. Et il arriva qu'un homme, fils d'Adam, eut l'envie d'acquérir un meuble parmi ceux que produisait le peuple suédois, connu sous le nom d'Ikea. Et il parcourut de nombreuses lignes de produits avant de trouver celui qu'il cherchait. Le meuble était grand, robuste et complexe, rempli de pièces et de vis. L'homme se mit à travailler, s'efforçant de suivre les instructions du peuple suédois pour monter le meuble. Mais il se trouva vite en difficulté, car les instructions étaient confuses et les pièces semblaient ne pas correspondre. Il jura alors dans sa colère, pestant contre le peuple suédois et leurs meubles si complexes. Et il arriva alors qu'un ange descendit du ciel, portant des boulettes au caca. Et il dit à l'homme, « Prends ces boulettes, fils d'Adam, et mange-les, car elles te car elles te donneront la force et la sagesse nécessaires pour accomplir ta tâche. » Ah putain, c'est fou. L'homme mangea les boulettes et aussitôt se sentit renforcé. Il se mit à travailler assemblant les pièces avec habileté et suivant les instructions avec une clarté nouvelle. Il monta le meuble pièce par pièce et bientôt il fut terminé. Et il se tint debout, admirant son travail et rendant grâce à l'ange et aux boulettes qui lui avaient donné la force de mener à bien sa tâche. Et l'homme se mit à penser « Peuple suédois, pourquoi avez-vous fait un meuble si compliqué ? N'est-ce pas suffisamment difficile d'acquérir la sagesse nécessaire pour monter un meuble sans y ajouter des défis supplémentaires ? » Mais l'homme sut que le peuple suédois était sage, et que leur épreuve n'était pas seulement un test de compétences manuelles, mais aussi un test de patience et de persévérance. Et ainsi, mes frères et sœurs, si jamais vous deviez monter un meuble Ikea, souvenez-vous de prendre des forces avec les boulettes au caca et de persévérer dans votre quête. Car l'épreuve peut sembler difficile, mais avec la force, la sagesse et la patience, tout peut être accompli. Amen. Voilà. Bon, celui d'avant était mieux, mais celui-là est pas mal non plus. Ah vache. C'est très dur de conserver son... C'est très très dur de conserver son sérieux quand il y a des conneries comme ça qui arrivent en plein milieu de la narration. J'en discutais, je sais plus, avec... alors, je vous conseille de regarder sur Netflix Planet Kunk, si vous avez Netflix, qui est une série documentaire parodique faite par Netflix et la BBC sur l'histoire de l'humanité. C'est une comédienne qui présente le truc et elle raconte que des conneries, c'est très très drôle, avec un humour très très anglais. Et en fait, dedans, ils font appel à des scientifiques de très haut niveau qu'ils ont interviewés et qu'ils ont mis en scène dans ce documentaire. Et donc, voilà, tu as cette nana qui dit des trucs débiles as fuck devant des historiens, des archéologues, des ethnologues, ce que vous voulez, qui pèsent un peu et qui sont là et qui essayent de garder leur sérieux et de répondre correctement aux questions. Donc c'est très très drôle. Et on se disait avec les potes, mais c'est impossible de garder... je sais pas comment les gars font pour garder leur sérieux, en fait, avec des questions comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est Raphaël Mézeray à l'anglaise, ouais, c'est clair. Et c'est génial. C'est génial parce que moi, je disais que je sais pas si je serais capable... Planet Kunk. Alors attendez, je vous le mets dans le chat. C'est en 6 épisodes de 30 minutes chacun. C'est vraiment très drôle. Après, il faut aimer l'humour anglais et absurde, hein, je vous préviens. Mais moi,
moi, un de mes premiers tournages, j'avais tourné sur une sitcom, pas très connue, hein, c'était un truc, voilà, mais dans mon ancienne vie. Et en fait, c'était une sitcom qui était donc humoristique, tout ça. Et il y avait une scène qu'on tournait dans un hôpital. euh, et il y avait un gars qui se réveillait du coma avec une infirmière qui était penchée sur lui. Bref, il y avait tout un truc qui était assez drôle. Et surtout, les comédiens jouaient plutôt bien. Et en fait, donc moi, sur ce truc, je sais plus ce que je faisais. J'étais assistant en lumière, un truc comme ça. Et en fait, on a été deux à se faire virer du plateau. Donc il y avait aussi l'assistant de l'ingé son qui s'est fait virer avec moi parce que en fait on n'arrivait pas à ne pas rire quand les comédiens jouaient quoi. Et c'était horrible, c'était au tout début de ma carrière et j'essayais de me contenir et c'était pas possible quoi. Parce que dès qu'il sortait une connerie, je pouvais pas. Donc je m'étais fait virer du plateau. Voilà. C'était c'était un échec. Mais on s'était bien marré. Bon, il est minuit 5 déjà. Ah oui. Merci, monsieur Ozan. Merci beaucoup. Le pire ingé son qui rigole dans le micro en enregistrant. Oh non, mais c'est clair. Merci Camille pour le sub. Merci beaucoup. Salut David musicien qui dit c'est ma première fois sur ta chaîne. Je me demandais est-ce que tu joues souvent de la basse? Alors, figure-toi que non. Elle sert surtout de déco, hein. Franchement, on va pas se mentir. En plus, celle-là, je l'ai rachetée il y a pas très longtemps. J'ai acheté il y a pas très longtemps parce que l'autre a commencé à vieillir un peu et puis c'était une 5 cordes que j'ai acheté à l'époque. Je me sers jamais de la cinquième corde en vrai, c'est parce que je fréquente que des métalleux que j'ai acheté une 5 cordes. Donc ça me servait à rien. Donc là, j'ai acheté cette Harley Benton 4 cordes qui est très jolie, qui fait taf, qui est vraiment pas cher. Et voilà. Et en fait, de temps en temps, je gratouille le truc, mais c'est vraiment de temps en temps. Et en vrai, je sais pas jouer quoi. Je suis très nul. Une histoire écrite en collaboration entre Prévert et les Monty Python. Ah, mais avec plaisir. Vas-y, je vais en faire une dernière. Vas-y, j'en fais une dernière. On va faire ça. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme thème avec les Monty Python et Prévert? Rédige-moi un texte dans un style mélangeant Prévert et les Monty Python sur le sujet. Ah, sur l'utilité. Ah oui, sur l'utilité de la ligne Maginot. Le texte doit bien évidemment être comique, satirique et grinçant. On va voir s'il y arrive parce que là ça va être compliqué, hein. On rajoute de la dimension, non, on rajoute de l'humour. Alors, nouveau défi pour ChatGPT. Cette fois-ci, défi de haut niveau, hein, puisqu'on va lui demander de tenter de faire de l'humour en mélangeant dans un texte le style de Jacques Prévert et des Monty Python, le tout sur un sujet autour de l'utilité de la ligne Maginot. Voilà, un texte qui doit bien évidemment être comique, satirique, absurde et grinçant. Bon, on va voir. Donc je clique, on va voir en combien de temps il commence à rédiger le truc. Voilà, donc 3 secondes, 2 secondes même pas. Il commence à rédiger. C'est parti. Pendant qu'il rédige, j'attaque la narration. On va voir ce qui nous sort. J'espère que ça va être bien. Il était une fois une ligne Maginot qu'on avait construite avec fierté pour résister aux envahisseurs. On disait qu'elle était solide, qu'elle résisterait à toutes les attaques, qu'elle était le bouclier de la France.
Mais voilà qu'un jour, les Allemands ont débarqué avec des panzers et des obus, des soldats en nombre, des avions et des canons. Et que s'est-il passé? La ligne Maginot n'a pas résisté. Elle a été contournée, elle a été prise à revers, elle n'a servi à rien du tout. On aurait mieux fait de construire une ligne de domino, ou une ligne de boules de bowling, ou une ligne de gâteau au chocolat, ça aurait été plus utile. Mais non, on a construit cette ligne Maginot, avec ses murs en béton, ses fossés, ses canons, ses barbelés, ses miradors, et ça n'a servi à rien. Pourtant, on aurait pu y installer des toboggans, des trampolines, des balançoires, ça aurait été plus amusant. Mais non, on a construit cette ligne Maginot pour rien, pour le plaisir de gaspiller de l'argent, pour le plaisir de se sentir fort, invincible. Alors, mes amis, ne construisons plus de lignes Maginot, ne gaspillons plus notre énergie, notre argent dans des produits et des projets inutiles. Construisons des ponts, des tunnels, des routes, des maisons, des écoles, des hôpitaux, des jardins, des musées, des bibliothèques. Et si jamais un jour les Allemands reviennent, eh bien on leur offrira une tasse de thé et on discutera de la pluie et du beau temps. Car après tout, mes amis, la guerre n'a jamais rien résolu. Et ce n'est pas la destruction, si ce n'est pas la destruction si ce n'est de la destruction et de la misère, putain j'ai foiré la fin. Alors sourions, rions, vivons, aimons et construisons des choses qui valent vraiment la peine. Bon, on a l'inventaire, effectivement, à l'après-vert, mais c'était pas très absurde ou drôle. Le coup la ligne de gâteau au chocolat, ouais. À la rigueur, ça peut faire sourire des enfants. Sinon, c'était pas ouf. J'ai pas vu l'effet Monty Python. Ouais, moi non plus. Non, c'était un échec. Échec total. Échec critique. C'est peut-être trop compliqué l'intitulé. Bah, ce qu'on disait tout à l'heure, en principe, plus tu lis fil de cartouche et plus il y arrive. Mais en fait, quand tu lui demandes de faire de l'absurde, c'est pas drôle. Quand tu lui demandes pas de faire de l'absurde, comme tout à l'heure avec les toilettes chez Auchan, c'est génial. Voilà. Ça peut être génial. Voilà. Il maîtrisait bien mieux la Bible. Ouais, mais en fait, la Bible, tu t'aperçois qu'il met quelques petits trucs du genre et Dieu dit, et machin, fit, et truc. Enfin, ouais. Il a les figures de style un peu bateau. Et il reprend les mêmes templates, quoi. Bonsoir, mes bisis. Bon, on leur donne un dernier essai, un dernier... Je vais même pas l'enregistrer, celle-là. Elle mérite même pas d'être enregistrée. C'était nul. C'était nul. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Oh, ça c'est pas mal, Loupida. Ça c'est pas mal. Rédige-moi, dans le style de l'appel du général de Gaulle, un texte qui appelle les Français à se rendre au bar pour défendre le pinard français. Après, je pourrais... non, après, j'avais dit que c'était le dernier, et puis voilà. Bon, parce qu'on pourrait faire un truc autour de Jacques Chirac aussi, mais... Est-ce qu'il rédige quelque chose ou pas? Il galère un peu là. Je sens qu'il galère. Il a du mal. Si, c'est bon. Prochain défi historique à chat GPT. Nous rédiger, dans le style de l'appel du général de Gaulle, un texte qui appelle les Français à se rendre au bar pour défendre le pinard français. Va-t-il s'en tirer? Réponse tout de suite. Même si on sent qu'il galère un peu le chat GPT. Il va moins vite que d'habitude. Je pense qu'il a peut-être trop bu de pinard.
Françaises, Français. L'heure est grave. Le pinard français, notre fierté, notre patrimoine, est en danger. Les concurrents étrangers, avec leurs bouteilles luisantes et leurs étiquettes criardes, envahissent nos bars, nos caves, nos restaurants. Mais nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous, les amoureux du bon vin, les défenseurs de la tradition, nous devons nous mobiliser. Il est temps de se lever, de se rassembler, de se rendre au bar, tous ensemble, pour défendre le pinard français. Nous irons là où le vin coule à flot, là où les bouteilles sont fièrement étiquetées vin de France, là où les vignerons ont le sourire aux lèvres et le verbe haut. Nous irons là où l'on sait apprécier le goût du terroir, la richesse des cépages, la subtilité des arômes. Nous irons là où la convivialité est reine, où l'on partage les vers, les histoires, les souvenirs. Et nous chanterons, nous crierons, nous exulterons pour que notre message soit entendu jusqu'au bout de la terre. Le pinard français est notre fierté, notre patrimoine, notre trésor, et nous le défendrons bec et ongle avec passion et détermination. Alors, Françaises, Français, rejoignez-nous au bar pour boire un coup, pour parler de la vie, pour célébrer notre amour du vin. Car c'est là que se trouve notre force, notre énergie, notre joie de vivre, et c'est là que nous battrons nos concurrents étrangers, en leur montrant que le vin français est le meilleur, le plus savoureux et le plus convivial. Vive le pinard français, vive la France, et vive la convivialité. Écoutez, c'est un discours très patriotique sur la préservation de notre pinard, en effet. Moi, je trouve que c'était pas si mal, honnêtement. Je trouve que c'était pas si mal. Ça aurait presque pu être De Gaulle, voilà. On le sentait. Alors moi je sais pas imiter, je sais pas imiter De Gaulle, malheureusement. Mais il aurait pu le dire. C'est important le patrimoine, nous dit Exucel, c'est vrai. Ah mais attendez, on va faire un truc alors. Dernier truc après. De Gaulle vs le pinard français. Bonsoir Léo Fléchard qui me demande si ça va bien. Oui, ça va bien. Écoute, malgré les apparences, tout va bien. Alors, rédige-moi. Rédige-moi un témoignage à la première personne de Jacques Chirac qui revient heureux du salon de l'agriculture qu'il considère comme l'événement le plus important de l'année pour un président de la République française. Voilà. Hop. Et on finira là-dessus, je pense. La prochaine vidéo, sur quel sujet? C'est sur le salon de l'agriculture, hein, c'est justement. Jacques Chirac. Non, c'est sur la naissance de l'anglais, en vrai. Il est mort et pourtant, il est toujours parmi nous. Nouveau défi pour ChatGPT. Refaire vivre la mémoire de notre feu président Jacques Chirac en lui demandant de nous rédiger un témoignage à la première personne de Jacques Chirac qui revient heureux du salon de l'agriculture qu'il considère comme l'événement le plus important de l'année pour un président de la République française. Alors, c'est parti, on y va. Mes chers compatriotes, je reviens du salon de l'agriculture et je dois dire que j'ai rarement été aussi heureux.
C'est pour moi l'événement le plus important de l'année pour un président de la République française. Là-bas, j'ai pu rencontrer les éleveurs, les producteurs, les vignerons, les agriculteurs de notre beau pays. J'ai pu discuter avec eux, échanger sur leurs préoccupations, leurs espoirs et leurs défis. J'ai goûté les fromages, les vins, les charcuteries, les fruits et les légumes, tout ce qui fait la richesse de notre terroir. J'ai été impressionné par la qualité, la diversité, la créativité de nos producteurs. Mais surtout, j'ai ressenti cette fierté, cette passion, cette énergie qui anime les hommes et les femmes de la terre. J'ai vu des gens heureux de leur métier, fiers de leur savoir-faire, attachés à leur culture. Et j'ai compris à quel point l'agriculture est une des clés de notre identité, de notre économie et de notre avenir. C'est Jean-Michel Reyc ce soir, moi. C'est elle qui nourrit notre pays, qui crée des emplois et qui préserve notre environnement. C'est pourquoi j'ai toujours considéré que le Salon de l'agriculture était un événement majeur de notre pays. C'est là que se joue une partie de notre destin, une partie de notre fierté. Et c'est là que je me sens le plus proche de mes concitoyens, de ceux qui travaillent dur, qui prennent des risques et qui font vivre nos campagnes. Alors, je vous le dis, mes chers compatriotes, si vous voulez prendre la France, si vous voulez... Ah là, je fais vraiment des discours, excusez-moi, mais vous sentir français, si vous voulez être fier de votre pays, allez au salon de l'agriculture. J'ai beaucoup de mal à tenir le Jacques Chirac sur aussi longtemps. Là-bas, vous découvrirez ce qui fait la richesse et la diversité de notre terroir, mais aussi la force et la vitalité de notre peuple. Et moi, en tant que président de la République, je continuerai d'être présent à chaque édition de ce salon si cher à mon cœur. Vive l'agriculture française, vive la France. Voilà. Alors, comptez pas sur moi pour vous faire des discours comme ça, même si c'était beau, toutes les semaines. Vive la République, vive la France, ouais, c'était presque ça. C'était vive l'agriculture française à la fin. Dur de tenir une imitation, hein, c'est un métier, sur un texte long. Ça, c'est pas mon métier. J'avoue que je sais faire une ou deux phrases, mais mon Jacques Chirac était plus très Jacques Chirac vers la fin. Voilà. J'espère que effectivement vous saluerez l'effort. Pam 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 pam. Le seul président à avoir fait la bise à la reine d'Angleterre, aucune idée. Aucune idée. Bon, alors, moi je dis top 1 ce soir. Merci Rose pour les subs offerts. Merci beaucoup. Il faut demander à ChatGPT. Tiens. Parmi toutes les histoires que l'on a générées ce soir, laquelle est la meilleure? Je le demande à ChatGPT, on va voir ce qu'il nous dit. Hein, mais... Je suis programmé pour rester neutre et impartial. Oh, ça va, tu peux être fier un peu quand même aussi. Colette et Ramsès. C'était quoi la vôtre de préférée? Salut Deron, bah ça va aller se coucher là, hein. Là il est un peu tard malheureusement, désolé. Mais en gros on s'est amusé avec ChatGPT, on lui a fait raconter des histoires rigolotes
souvent un peu beauf d'ailleurs, mais en imitant le style de poètes, voilà, et d'écrivains. Alors on a les mycoses et les toilettes, voilà, qui reviennent hein, pour ce soir. C'était les masterpieces de la soirée, je crois. En effet. Non, je connais pas Léo. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, faudra qu'on se refasse ça. C'était marrant au final.